Bon, ben merci d'être là. Vous assistez à un développement d'une idée qui a fait son chemin dans le mouvement insoumis depuis la présentation en 2016 dans le meeting sur les nouvelles frontières de l'humanité, ça s'appelait comme ça, qu'on avait essayé d'enrichir pour capter l'attention des gens par la production de l'hologramme. Bon, tout le monde a retenu l'hologramme, je ne suis pas sûr qu'autant de monde ait retenu qu'on s'intéressait aux nouvelles frontières, qu'on avait présentées, l'espace, la mer et le numérique. Et ma foi, disons que ces années étant passées, on a plutôt eu le sentiment qu'en effet, il s'agissait bien des nouvelles frontières de l'humanité, et que c'est là que se passent les enjeux essentiels de la pensée, de la recherche, de la science, de l'activité humaine en général, mais aussi des zones de conflit. Et c'est parce que on avait le sentiment que le futur qui semblait se dessiner devenait de plus en plus un futur tourné sur des questions de sécurité, de militarisation de l'espace, qu'on a accéléré notre propre mobilisation intellectuelle sur le sujet. La chance qu'on a eue, c'est évidemment la participation d'Arnaud et de Marina, chacun dans leur domaine, à ce centre d'intérêt. Arnaud est, je crois, bien connu du débat sur ces questions, et le travail a avancé jusqu'au point où nous voici rendus avec un rapport pour une stratégie spatiale au service de l'intérêt général. L'idée était qu'on pouvait parler du spatial, que c'est une frontière de l'humanité qui est décisive, que d'ores et déjà elle joue un rôle fondateur dans beaucoup d'activités humaines, et qu'on pouvait aussi s'opposer à l'évolution qui semblait naturelle, qu'après qu'on ait déclaré que c'était un bien commun, nous voici rendus maintenant à Artemis, et à l'idée qu'on peut installer des installations pour sécuriser, avec des grosses guillemets, ce qu'on viendrait faire sur tel ou tel corps céleste. Alors, bon, ça n'a pas question. Le texte Artemis a été un moment d'alarme. La négligence et la désinvolture des dirigeants français a éclaté à ce sujet, puisque ce n'est pas un ministre qui a été discuté ça, ce n'est pas lui qui a été le signé, c'est un haut fonctionnaire. Et on peine à croire qu'un tel comportement soit possible de la part de la première puissance spatiale européenne. Là-dessus, le chef de l'État, pour des raisons qui lui appartiennent, tout d'un coup a surgi dans le dossier pour y proférer ses habitudes, sa habituelle vision du monde, c'est-à-dire tout est un marché, tout est un commerce et tout a lieu en même temps. Avec, sur ces trois bases-là, voilà la pensée macroniste d'un espace qui est à la fois militarisé, polluant, destructeur et écologue. Voilà. Comment tout ça se marie, naturellement, c'est impossible et ça ne se produit pas. Tout ce que ça donne, c'est une position de la France à laquelle nous n'adhérons pas du tout et à une vision de la place de l'espace auquel nous n'adhérons pas. Alors, voilà le point et le moment. La dernière déclaration, ça a été la guerre commencera dans l'espace, puisque pour l'instant, c'est ce qui obnubile la pensée du président Macron. Alors on lui aurait volontiers dit, vous le découvrez maintenant, ça fait un moment qu'on vous explique que la militarisation de l'espace finira forcément mal, et vous le découvrez maintenant. C'est maintenant que vous nous en parlez, et seulement maintenant, et seulement comme ça, au débeauté. C'est pas sérieux. Ce qui est encore moins sérieux que tout ça, c'est la désinvolture personnelle d'un personnage qui ne voit que par le commerce et le développement du marché, c'est qu'il continue à proférer cette sorte de naïveté romanesque propre aux dirigeants français qui ne savent pas quoi faire, qui est de tout voir à travers le prétendu couple franco-allemand, où tout ça baignerait dans une romance productive de je ne sais quoi, d'ailleurs à échelle européenne. Ça ne produit toujours qu'une seule et même chose, c'est qu'avec beaucoup de réalisme, nos voisins allemands tirent parti de toutes les envolées inamourées des Français, et qu'à chacune de ces occasions, les positions des Français reculent. Alors Français, Allemands, dès qu'on parle du bien commun de l'espace, les choses sont peut-être moins catégoriques. Mais en attendant, sur le sol sur lequel nous vivons, il s'agit de capacité de production, il s'agit d'orientation. Nous sommes au seuil d'un moment qui peut être un bouleversement absolument complet
de la carte des qualifications, des capacités en Europe, avec un déploiement des Allemands extrêmement substantiel, pendant que les Français semblent se diluer dans l'atmosphère ambiante. Et nous, ça nous met en grande alarme et on n'a pas l'intention de le cacher ou de faire comme si on n'avait pas vu, comme si on ne s'était pas rendu compte. Il vaut mieux, en prévision d'éventuels changements décisifs en 2027, que nos amis, camarades et voisins sachent que nous ne partageons pas les points de vue qui aujourd'hui sont développés par la présidente. Donc je vais laisser maintenant la parole, et vous laisser avec eux, à mes deux camarades, suivant un usage que vous ne connaissez pas, c'est que je fais ça à chaque fois, si vous êtes bien informés de tout ça. Voilà. Et donc Arnaud et Marina vont s'expliquer sur ce document. J'en profite pour vous dire qu'à l'intérieur de l'Institut La Boétie, nous créons un département. Alors on n'a pas encore bien fixé, est-ce que ça sera un département Les Nouvelles Frontières de l'Humanité, avec 3 laboratoires, ou bien 3 départements particuliers. Bon, c'est de l'arrangement un peu technique, ça n'a pas grand intérêt, mais nous créons une section spéciale pour porter la réflexion et l'approfondir. On a découvert, enfin moi j'ai découvert, lui il le savait, toi peut-être aussi, qu'aucun parti politique ne s'intéressait à l'espace à part nous. Alors à ma grande surprise, c'est un peu comme des Français qui ne s'intéresseraient pas à l'agriculture. On trouverait ça curieux, mais à l'espace, non, tout le monde trouve ça normal. Eh bien, pas nous. Et on pense au contraire que sur les 3 frontières, il y a un avantage français. Et comme il faut bien penser le futur avec des projets enthousiasmants, et pas seulement avec des pleurnicheries et des gémissements sur tout ce qui ne va pas, eh bien il se trouve que l'espace, c'est un horizon stimulant pour l'intelligence, la recherche, l'envie de vivre, de faire des projets qui peut exister dans la jeune génération, j'en suis certain. Voilà où on en est, ils vont donc vous en expliquer davantage. Il y a un absent, mais il est retenu à l'Assemblée nationale, qui est Bastien Lachaud, qui jusqu'à présent, ou jusqu'à une date récente, portait l'ensemble de l'idée. Maintenant, il la porte sur le plan militaire, puisqu'il y a aussi une présence militaire des Français, détestable d'ailleurs, avec un commandement unifié de l'OTAN qui n'a rien à faire en France, à mon avis, et qui devrait s'en aller très vite, et dans lequel nous n'avons rien à faire. Voilà, le commandement unifié avec des Américains et des Allemands, merci, chacun chez soi, ça ne nous intéresse pas. Et ce n'est pas du tout une bonne idée que d'installer ça à Toulouse. Voilà. Mais en tout cas, il y a un spatial militaire, et vous savez que il y a un commandement militaire français sur ce sujet, ce qui est bien normal, puisque ça devient un enjeu. Ce n'est pas nous qui avons décidé ça, mais puisque c'est un enjeu, alors il est normal que ça fasse partie des intérêts fondamentaux de la patrie. Non, ça c'est toi, ça. Ah pardon, excuse-moi. Bon, voilà, je vous laisse, j'espère, en de bonnes mains, et puis on se retrouve tout à l'heure. Merci beaucoup. Merci beaucoup Jean-Luc pour cette présentation, cette mise en bouche. Alors je suis très fier de présenter ce rapport aujourd'hui, qui est le fruit de longs mois de travail avec Marina, qui est coprésidente du laboratoire espace de l'Institut La Boétie. Travail qu'on a aussi développé avec Bastien Lachaud, qui n'était pas là aujourd'hui, hélas, mais en tout cas, le cœur y est, et il a contribué depuis le début au rapport, et qui suit les travaux depuis toujours, donc via le groupe thématique Espace, que je salue aussi, qui accompagne la réflexion depuis 2017. Ce rapport, il a été nourri aussi par le travail d'experts, des questions spatiales, de scientifiques, et ça c'est un point important que je soulignerai tout à l'heure, mais aussi d'industriels et de professionnels du domaine. C'est un document très synthétique, 25 pages. Il n'a pas vocation à être l'aboutissement de la réflexion programmatique, mais il permet en tout cas de poser une vision et des grandes lignes de ce qui constitue notre stratégie insoumise. C'est une base de travail dans laquelle nous proposons une 50aine de mesures très précises, ciblées, pour une stratégie spatiale au service de l'intérêt général. C'est le titre du document. Alors, c'est un rapport qui sort après la présentation de la stratégie spatiale d'Emmanuel Macron. Ça a été présenté comme tel lors de l'inauguration du commandement de l'espace et présenté par le gouvernement, et ça porte la signature donc d'une politique macroniste que nous, on considère comme parfaitement inconséquente. Il sort également à la veille de la conférence ministérielle de l'Agence spatiale européenne, qui se tiendra demain et après-demain à Brême,
en Allemagne. Des décisions et des engagements budgétaires seront pris et structureront le spatial en France et en Europe pendant les années à venir, les 3 années à venir. Beaucoup d'argent en jeu et de décisions très impactantes pour le spatial européen, mais aussi le spatial français. Avec cette stratégie, que vous pouvez d'ores et déjà lire, on sonne l'alerte, hein, comme le disait Jean-Luc Mélenchon. Le spatial français va dans le mur. Il a été mal gouverné depuis trop longtemps et à coup de privatisation, la plus connue étant celle d'Ariane 6, et de décisions aléatoires, erratiques, en matière de stratégie industrielle notamment. C'est également parce que le milieu spatial est en proie à un possible effondrement technique qu'on sonne l'alerte par une stratégie de rupture avec le macronisme spatial et l'hubris de la course à l'espace, qui porte en lui les germes de la destruction et de l'épuisement des ressources. Ce que nous disons, c'est que l'espace est une frontière de l'humanité qu'il faut préserver et pouvoir continuer à explorer dans l'intérêt général humain. Pour nous, il est clair qu'un spatial qui fonctionne bien est gouverné par les besoins. Ça, c'est la philosophie insoumise de l'avenir en commun. On ne cherche pas à faire du spatial pour le spatial, de façon presque tautologique, mais parce qu'il répond à des besoins qui sont liés à la science, à la recherche, à la défense, à la sécurité, à la préservation des écosystèmes naturels, à la mise en place des réseaux de communication dont nos sociétés sont largement dépendantes aujourd'hui. L'espace, il répond donc à des besoins très opérationnels, et l'objectif, c'est donc de partir de ces besoins pour produire un spatial utile. Alors, on propose de renouer en fait avec une tradition, on n'invente rien en vérité. C'est celle de l'espace utile qui était proposée dans les années 70-80 en France par le CNES. Le principe en était très simple, il s'agissait de développer des applications qui servent la société, des services mis en place et garantis par une puissance publique projetée dans l'espace par un organisme public qui faisait autorité, le CNES. Tout ça suppose qu'on se ressaisisse, qu'on soit maître de nos moyens et de nos fins. Il est évident qu'après des années de déclin, l'État doit reprendre le contrôle avec un État planificateur par l'intermédiaire du CNES et toutes les organisations parties prenantes des usages de l'espace. L'ONERA, le CNRS, l'IRD, enfin il y a tous les organismes publics de recherche qui, hélas, ont été aussi sacrifiés sur l'autel de l'austérité budgétaire depuis trop longtemps. L'accès à l'espace et l'usage de l'espace pose une question fondamentale aussi de souveraineté, parce que la société française est dépendante de l'espace, comme toutes les sociétés humaines en vérité. Il faut qu'elle puisse y avoir accès et garder le contrôle. Parmi les mesures phares qui sont présentées dans le rapport, et qui vont à rebours de tout ce qui a été fait jusqu'à présent, nous proposons de nationaliser Ariane Group, d'en refaire une entreprise d'État parapublique, dont le travail souverain et stratégique est d'assurer notre accès à l'espace. Ariane 6 n'était pas opérationnel pendant quelques années, et on a dû lancer sur SpaceX. C'était quand même une humiliation terrible quand il s'agissait de livrer des charges utiles souveraines. Hors de question, c'est non négociable pour nous. Il y a la garantie d'accès aux orbites utiles, mais aussi ce qu'on y déploie et y opère. Donc là aussi, tout est corrélé. Nous proposons l'organisation d'un pôle public du satellite. On assure la prise de contrôle en garantissant à l'État une place prépondérante dans des entreprises essentielles, aujourd'hui en déshérence. Peut-être qu'on évoquera le projet Bromo. Là, en l'occurrence, je parlais d'Airbus Defence and Space et Thales Alenia Space, qui exposent leur personnel à des casses dans l'emploi et une insécurité en termes de planification des capacités et des missions. Nous, ce que nous proposons, c'est de faire en sorte que l'État puisse contrôler le développement de ces entreprises contre le modèle purement financier et capitaliste qui leur est imposé, notamment par des directions qui sont hantées par la concurrence livrée par SpaceX, qui est une espèce de mantra depuis quelques années, y compris pour le chef de l'État, qui a érigé le modèle SpaceX en modèle pour transformer le spatial, mais aussi l'État, en règle générale. C'était la mode de la start-up d'État et de la start-up nation, rappelez-vous. Plus personne n'en parle, mais en tout cas, c'était la mode à l'époque. Ensuite, un axe fondamental qui, pour nous, compte, et c'est ce que je disais tout à l'heure sur les scientifiques, c'est celui de la recherche, de la science. Nous disons dans ce rapport que l'on n'explorera pas l'espace à la seule fin de l'exploration, mais plutôt parce qu'on se donne des buts, des destinations. Un objectif fondamental, c'est la connaissance, l'ambition de repousser les frontières de la science. C'est d'ailleurs la signature du CNRS, et notamment celle du cosmos. Les chercheurs et la communauté scientifique le disent, l'enjeu du XXIe siècle, l'un de ses moteurs les plus passionnants, c'est la recherche, par exemple, de la vie dans l'univers.
Donc il y a tout un développement sur ce pan de la recherche. C'est la détection et l'étude physique, par exemple, des exoplanètes, des structures fondamentales de l'univers. Il s'agit là d'un besoin élémentaire de l'humanité qui nous permet de nous connaître, nous en tant qu'espèce dans le cosmos, projetés au-delà du système solaire, en dehors même de la galaxie, dans l'univers et ces milliards d'étoiles dont nous sommes des poussières. Toujours sous l'angle de la science, ce rapport insiste sur la nécessité de mettre des moyens dans l'observation spatiale de la Terre pour documenter les dérèglements climatiques et permettre à l'humanité tout entière d'appréhender le défi existentiel qu'est le changement climatique global. L'espace est essentiel pour préserver les conditions d'habitabilité sur Terre. On y parle aussi des questions de défense, en portant la dissuasion spatiale comme complément à la dissuasion nucléaire traditionnelle. Cette stratégie, elle doit être mise en place avec une méthode. Là aussi, on essaye d'être le plus clair et explicite possible. Il faut faire mieux, optimiser les ressources, déployer de façon plus sobre, en anticipant le coût environnemental de ce déploiement. Il faut déployer des missions plus sobres, je le disais, éco-conçues, qui emportent des matériaux moins polluants, tant que faire se peut, et qui préservent cette ressource à communaliser qu'est l'espace. À l'inverse de la course aux méga-constellations, par exemple, qui saturent de toujours plus en orbite basse terrestre. Nous sonnons l'alerte aussi parce que nous sommes conscients de la gravité du moment. Ça, j'insiste en conclusion. Il est nécessaire de faire autrement dans l'espace. Le risque de l'effondrement n'est plus seulement théorique. Nous portons une autre voie en rupture avec tout ce qui se fait aujourd'hui. Nous pouvons faire mieux en investissant autrement dans l'espace, ce milieu de projection de toutes les contradictions qui tendent les sociétés sur Terre, à commencer par celle du capitalisme. C'est aujourd'hui nécessaire et urgent. L'espace est trop important pour être laissé de côté. Il faut lui donner une orientation à la hauteur de ce qu'a été la France, troisième puissance spatiale historique, depuis la satellisation d'Astérix en 1965, le premier satellite français, il y a 50 ans. 60 ans, excuse-moi. Merci Christian, je suis toujours. C'est le fact-checker en direct. La France doit redevenir donc une puissance spatiale qui se déploie de façon raisonnée et qui construit des coopérations harmonieuses avec des puissances émergentes, avec des nations des continents africains, sud-américains. L'enjeu est de rompre avec le conformisme atlantiste qui nous pousse à coopérer avec les États-Unis ou en Europe, avec l'Allemagne, partenaire très peu fiable. On peut le voir sur plein de segments du spatial. Je conclus donc là-dessus. Ce rapport, il œuvre pour que le spatial français soit le fer de lance d'une autre diplomatie à la hauteur de cette nouvelle frontière, que nous posons comme horizon désirable, nouvelle frontière de l'humanité, dans notre programme L'avenir en commun. Et ce laboratoire espace que nous inventons et que nous officialisons aujourd'hui, il contribuera sous l'angle de la bataille des idées, parce que aussi la bataille culturelle, la bataille des idées, elle se joue aussi, l'air de rien, dans le vide spatial. Bonjour, merci, c'est un plaisir de pouvoir être parmi vous aujourd'hui et présenter ce travail, donc aux côtés de Jean-Luc Mélenchon, de Arnaud Saint-Martin, de Bastien Lachaud qui n'est pas là mais présent avec nous parce qu'il a travaillé sur ce rapport qui est un rapport important, le fruit d'un long travail de l'Institut La Boétie. Comme tu le disais, Arnaud, l'espace est une nouvelle frontière où se façonne notre autonomie stratégique, notre compréhension des phénomènes physiques ou encore notre capacité à protéger notre planète. Et nous vivons, nous le savons, un moment décisif, avec la confrontation de deux modèles, celle du capital qui veut accaparer le bien commun et celle, au contraire, qui souhaite le préserver. C'est l'essence même de ce rapport. Refaire de l'espace un patrimoine mondial de l'humanité, un patrimoine commun de l'humanité, pardon. Donc ces mesures, tu les as présentées, elles s'articulent autour de la construction d'une politique spatiale en partant des besoins, de l'urgence de garantir à la France une autonomie stratégique pérenne en renforçant sa souveraineté. Arnaud vous a bien présenté le rapport, donc moi ce que je voulais apporter en plus, c'est peut-être l'articulation justement de ce que nous proposons et des textes concrets qui sont aujourd'hui sur la table, notamment au Parlement européen. Je pense au Space Act, puisque c'est un texte qui va façonner l'avenir du spatial aussi bien au niveau français qu'au niveau européen. Alors nous déclinons évidemment les mesures qu'Arnaud déclinait dans ce Space Act qui va établir un cadre législatif commun pour tous les États membres. Pourquoi ce cadre est important ? Eh bien parce que seuls 13 États membres ont une législation nationale sur leurs propres activités spatiales et ces législations varient fortement d'un pays à un autre, couvrant des volets civils et militaires.
En ce sens, ce texte nous permet de porter au niveau européen aussi un cadre pour les activités spatiales en établissant des règles de sûreté, de résilience et de durabilité environnementale. Nous le faisons aussi avec méthode, en rencontrant différents acteurs du secteur, que ce soit des PME ou grands groupes industriels, en passant par les acteurs institutionnels et en confrontant notre vision décrite dans ce rapport de l'Institut La Boétie avec le terrain. Alors déjà, sur ce qui est proposé, ce qui est sur la table, on a déjà un problème de fond. C'est celui que nous rejetons, c'est la conception de l'espace en tant que marché. Et c'est l'idée qui est portée aujourd'hui par la Commission européenne. Comme le détaille à juste titre le rapport de la Boétie, le spatial est soumis à une intense prédation par les acteurs privés et nous nous opposons aussi bien au niveau national qu'européen à cette vision désirant que l'espace soit un marché potentiel, source de revenus plutôt qu'un bien commun à défendre. L'espace est un domaine stratégique, vital pour la recherche, la télécommunication, la surveillance du climat, les gestions de crise. Il engage notre sécurité et notre autonomie et ne saurait donc être abandonné à des logiques de profit ou la concurrence entre acteurs mondiaux. Nous défendons donc un modèle basé sur la coopération et non la concurrence pour atteindre ces objectifs communs. C'est dans la coopération et non dans la compétitivité que se construit notre puissance spatiale. La réussite de la politique spatiale en France et en Europe dépendra aussi de sa capacité à relever deux défis majeurs, la sécurité orbitale et la souveraineté environnementale, la soutenabilité environnementale. L'espace est aujourd'hui saturé de débris et de satellites qui accélèrent l'hypothèse d'un effondrement du système. Cette situation menace l'avenir même des activités spatiales en empêchant un accès sécurisé aux orbites et plus généralement le trafic sur les orbites, notamment basses. Garantir des pratiques responsables, encourager la désorbitation systématique des satellites en fin de vie et limiter la prolifération d'objets non contrôlés sont des impératifs de sécurité autant que de durabilité. Mais la durabilité ne se limite pas à l'orbite. L'essor du secteur spatial doit s'inscrire dans une réflexion globale sur son empreinte écologique. Le développement de nouvelles capacités de lancement ou de constellation de satellites doit aller de pair avec des exigences fortes, sobriété, mesure d'impact, circularité. Enfin, et pour conclure, sur la partie européenne, il est crucial de maintenir le caractère civil et pacifique du projet spatial, à l'inverse de ce qui est prôné encore aujourd'hui par la Commission européenne et certains États membres. L'espace doit rester un domaine de recherche et d'innovation, fidèle à l'esprit de programmes comme Galileo Copernicus, observer, comprendre, anticiper, au bénéfice des citoyens dans une optique de service public. Donc vous l'aurez compris, un autre espace est possible, celui éloigné des prédations capitalistiques et marchandes, un espace qui répond aux besoins de manière durable, démilitarisée et dépolluée. Et dans tout cela, la France doit porter une voix planificatrice sur la scène européenne et internationale.